On a plus des regards suspicieux que des grands sourires. Tous les matins, tu penses avoir un panneau qui te dit que chez toi, c'est un danger de mort. Hier soir, on a entendu plusieurs coups de feu, il est pas très loin de la voiture. Donc on fait quand même attention parce qu'on sait jamais, ça peut très vite dégénérer. Nous sommes arrivés en Israël et Palestine, sur un territoire qui ne connaît pas la paix depuis de nombreuses générations. Pourtant, on l'aura vu, on l'aura entendu. Nombreux sont ceux qui cherchent ici une stabilité et un avenir en paix, sur un territoire qui est témoin de l'une des dernières colonisations au monde. Et l'arrivée des extrémistes israéliens au pouvoir en fin 2022 est comme un nouveau mur érigé entre ces deux entités. Mais avant d'en faire une vidéo, allons découvrir la Palestine. De retour en Palestine, le contraste est saisissant. Des villes propres et très modernes israéliennes, aux rues sales et aux habitations modestes, voire de fortune, palestiniennes. De nos jours, c'est dans la modernité, les possessions et le superflu que beaucoup croient mesurer l'évolution, la réussite ou le bonheur d'un peuple. D'autres soutiendront qu'une vie moderne, sans imprévu ou sans aventure, nous rend malheureux. Mais alors qu'ils sont presque tous enfermés ici, où tous ces Palestiniens voient-ils le bonheur? La modernité? Les aventures? La liberté? Ou la paix peut-être? On est bien de retour en Palestine, c'est un peu le bazar sur la route, les routes sont un peu défoncées, il y a des gens partout, plein d'enfants, il y a des sens interdits dans tous les sens. Et c'est un peu compliqué parce qu'on peut pas utiliser Google Maps, ça nous fait éviter les territoires palestiniens, donc à chaque fois ils nous proposent des détours de malades. Et puis pareil là, en quittant le territoire israélien et en entrant en territoire palestinien, c'était fluide mais dans l'autre sens, c'était bouché de chez bouché, alors... Je sais pas trop comment ça se passe. C'est compliqué, on a beau questionner les gens, on a des réponses à des questions, mais je pense que tant que t'habites pas dans les lieux, c'est difficile de comprendre tous les enjeux des deux côtés, etc. Nous sommes dans une région montagneuse qui faisait partie il y a environ 3000 ans de la Judée. Celle-ci était peuplée par l'empire israélite de Juda pendant 500 ans. Selon une partie de la population, les colons, ou encore les dirigeants d'extrême droite d'Israël, ce lien historique constitue un argument solide pour annexer la Cisjordanie qui se trouve sur ces anciens territoires. D'ailleurs, aujourd'hui, le gouvernement israélien appelle cette partie de la Palestine la Judée. Et sur la route, ces grands panneaux rouges de danger de mort marquent la frontière de ce territoire. Tous les matins, tu penses avoir un panneau qui te dit que chez toi, c'est un danger de mort. Et puis ils peuvent pas sortir de leur zone et tout, je pense. Suite à la guerre de 1967 qui opposait Israël à plusieurs États arabes, les Israéliens contrôlaient toute la Cisjordanie et après les accords d'Oslo en 1993, une partie est confiée à l'administration palestinienne. Depuis,
l'État d'Israël est parvenu à contrôler administrativement et militairement environ 80% du territoire. Et de 2005 à 2019, le nombre de colonies israéliennes a doublé en Palestine. On quitte notre spot, on est en Palestine, pas très loin de Bethléem. Hier soir, on a entendu plusieurs coups de feu, enfin c'était un peu bizarre, on est pas très loin de la voiture. C'était pas très rassurant, surtout qu'en regardant un petit peu les informations, l'actualité entre Israël et Palestine, on a vu qu'il y avait eu plusieurs affrontements. Il y a le début de l'année, il y a déjà quasiment un mort par jour côté palestinien. Donc on fait quand même attention parce qu'on ne sait jamais, ça peut très vite dégénérer. Et c'est assez particulier parce que dans ce coin de la Palestine, je trouve que ça n'a rien à voir avec la première partie qu'on avait visitée, donc tout au nord. On a plus des regards suspicieux que des grands sourires. Et je pense qu'ils se demandent qui on est, si on n'est pas des Israéliens. Enfin voilà, on sent que les gens sont plus tendus. Ils ne se mettent pas trop dans un climat de confiance. Ils font brûler du plastique, des déchets dans des champs. Les champs, ils sont carbonisés. En Palestine, il n'est pas rare d'observer dans le ciel les fumées toxiques des déchets en plastique brûlés au bord des routes. Et aujourd'hui, des milliers de Palestiniens brûlent des déchets électroniques israéliens, et notamment aux alentours de la ville d'Hébron, pour vendre le cuivre qu'ils récupèrent. Ces méthodes font grimper drastiquement le taux de cancer, mais elles leur permettent de répondre aux besoins de leurs familles, qui, on le verra, peuvent être très nombreuses. Alors que les lois israéliennes l'interdisent, des tonnes de déchets électroniques de firmes israéliennes sont transférés et même vendus à un rythme soutenu en Cisjordanie. Ce matin, nous sommes réveillés par les premiers rayons du soleil qui teintent d'orange les vallons du désert de Judée. Et tu comprendras vite pourquoi nous avons eu un véritable coup de cœur pour ce lieu fantastique. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ هلا بيك. ما اسمك؟ وحيد. متشرفين وحيد. On a rencontré en fait cet homme hier soir. On était sur un spot en plein milieu du désert de Judée. Donc on est au cœur de la Palestine. Et il est venu nous voir. Donc on lui a offert le thé. Et c'est un berger qui habite ici depuis toujours. Il a 3 enfants qui deviendront eux aussi des bergers, comme son père avant lui. On a discuté un petit peu grâce au traducteur. Il nous a ramené du kunéfé, c'était trop bon. Et après il nous invitait plein de fois chez lui pour rencontrer sa famille et tout. Et il habite juste ici, là derrière la montagne. Il a 10 chèvres et voilà, c'est un berger. Et toute l'année il est ici. En tout cas en Palestine on est vraiment bien accueillis. Les gens sont trop gentils. C'est vraiment la culture arabe de l'accueil. Ils nous demandent 100 fois si on a besoin de quelque chose. Je trouve que ce cheval sur la Knaki.
trouve. D'arriver devant le monastère Marsaba et apparemment c'est un des plus vieux monastères au monde qui est inaccessible aux femmes, c'est seulement autorisé aux hommes et il est encore gardé par quelques moines. Il est creusé dans la pierre et on est dans un canyon en fait, dans un wadi qui est absolument magnifique. Mais alors par contre il y a de l'eau qui coule au milieu et ça pue les égouts. Et il y a des déchets partout dans l'eau. Du coup, ça gâche un peu la visite. C'est impressionnant de voir les tonnes de déchets là. Et là, on a pris un peu de hauteur et on sent quand même les égouts, quoi. Donc ça, c'est bien dommage. Et l'eau est marron. Moi, j'aimerais pas me baigner là-dedans. Hein. On peut se balader un peu partout autour du monastère. On peut prendre de la hauteur. Je crois qu'il y a des excursions en 4x4 qui peuvent t'emmener sur la montagne qui fait face au monastère pour avoir une super vue. Il y a toute une balade à faire le long du canyon. Il y a des arches, il y a des grottes. Je pense que c'est très sympa de se promener là-dedans et d'explorer toute la journée, pique-niquer. Ça doit être chouette. Ce désert de montagne est creusé d'innombrables vallées, dont celle de Cébron, dans laquelle ont été érigées de nombreuses structures troglodytiques et lieux religieux. Et l'un d'eux est extraordinaire, puisqu'il a été taillé dans les roches de l'un de ces vers saints il y a 1500 ans. Ça y est, on a passé notre dernière nuit dans le désert de Judée en Palestine et c'est notre lieu naturel favori entre Israël et Palestine, c'est vraiment magnifique. Et on va se diriger maintenant vers le sud d'Israël. Et là, juste derrière, tu vois notre gros Milo et pour accéder ici, c'était une sacrée piste. Quand tu voyages en 4x4, tu as cet avantage-là par rapport au van de pouvoir accéder à plein de spots. C'est dans la boîte. Ridicule, tu penses? Ah, t'es tout rouge. C'est vrai? Oui. Ah, je suis timide. Je suis timide parce que vous avez tous vu ma chute. C'est un truc de fou, peu importe où on va dans ce village. On croise le berger qu'on n'arrête pas de voir depuis des jours, il est tout le temps là, on va aller le voir.
qu'il habite une partie de l'année ici parce qu'il a des chèvres et je pense que quand il fait chaud, ils sont mieux ici. Ils ont une maison aussi en dur dans le village. Il nous a dit qu'il avait 3 enfants et donc l'été, ils dorment là quoi. Au bord de la rivière, on entend le cours d'eau, ils sont au milieu des montagnes. C'est trop cool, ils ont leur petit réchaud à gaz. C'est plus spacieux que chez nous. On est cool here. Voilà, là. Fire here. Ah. Broke here. Il t'emmène la brouette là. Ok, tu mets là. Donc là on est dans une situation où on ne peut pas trop discuter, même pas du tout parce qu'on n'a pas internet, mais avec Google Traduction tu peux télécharger les langues en amont. Ça marche pas en vocal donc c'est beaucoup moins fluide les échanges, mais voilà je peux écrire ma question en français, donc là je lui demande combien de temps il passe ici chaque année. Des fois le traducteur par contre, surtout en vocaux, il dit des trucs chelous, genre hier il nous a parlé en arabe et ça écrivait je vais te brûler. Je pense pas que c'est ce qu'il a voulu dire mais... Ouais, il nous explique qu'il passe la plupart de son temps ici. En fait, il préfère être ici parce que c'est calme, il est dans la nature et dans la ville, il n'aime pas trop parce qu'il y a trop de bruit. On lui a demandé comment ça se fait que c'était aussi sale le cours d'eau qui passe ici. Et il nous expliquait qu'en fait, toutes les personnes de Bethléem, d'Israël, parce qu'apparemment ce cours d'eau remonte tout le pays, mais tout le monde jette leurs déchets, leurs vêtements, leurs plastiques. Et il a vu la situation se dégrader en fait d'année en année. Et c'est vrai que maintenant il y a même une odeur nauséabonde quoi. Donc c'est triste parce que lui il habite là, il adore cet endroit, il préfère rester ici parce que c'est beau et c'est la simplicité. Enfin nous on verrait ça en France, on se dirait que c'est un camp de réfugiés, alors que lui c'est là où il préfère être. Et je trouve ça trop cool. Et effectivement, si on était l'été et qu'il faisait 35 degrés, on est trop bien là, on entend le cours de l'eau, les montagnes elles sont magnifiques. Il nous explique que pour gagner son argent, en fait il vend la viande des chèvres de son troupeau et le lait aussi. Il en a 10. Du coup on lui demande combien il gagne à peu près pour une chèvre. 500 shekels. 500 شيكل الصغيرة الكبيرة ب1000 شيكل. Et donc il nous explique que sa femme elle travaille à la maison, c'est-à-dire qu'elle garde les 3 enfants et juste avec la vente, alors c'est pas des moutons ou des chèvres qu'il a, c'est des bouquetins, ça a traduit Capricorne. Voilà, il en vend une fois dans l'année un gros groupe et que ça lui fait l'argent pour tous les 4 toute l'année et il nous dit que c'est un bon business quoi. Right? Right. Il pleut aujourd'hui mais du coup il est là-bas. This no problem. No problem. Ah. Tic 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 tic. You sleep. Il est là. Capuche. Je lui dis qu'il a une vie saine parce que... Bon, il fume des cigarettes, mais ça c'est un détail. Mais il s'occupe un petit peu de ses bouquetins et après toute la journée il est tranquille quoi. Avec sa femme il peut s'occuper de ses enfants et les voir grandir donc c'est cool quoi. Beautiful. Beautiful. 10 brothers. 10. 10 خويا. 10 أخويا مدام 7. Il a 10 frères et 7 sœurs. أبا 2 إيمة. T'imagines la tablée? One wife? أنا 1. One. Ok. Ah, tu veux te marier? Tu veux une deuxième femme? لا كمان واحد. Ah, donc sa deuxième femme, il a rencontré avec sa femme. C'est fou les différences entre chaque pays. Je trouve. Combien de femmes tu peux avoir? 4. 4. En même temps? No كل سنة. C'est with you? في نفس البيت. Ah, ensemble. Yes. Quand il y a sa deuxième femme qui arrive chez lui et qui est validée par la première, il faut absolument que la première soit d'accord. Il aura 2 femmes à la maison et il fera des enfants uniquement avec la deuxième. Pourquoi tu n'as pas d'enfants? Ah, la fameuse question. Car la voiture est trop petite. صغيرة جدا. Donc je lui explique qu'en France, ça arrive régulièrement que les gens même se marient à 25, 30 ans, même voire ne se marient pas. En fait, on a vraiment de tout, mais je pense que les gens ont des enfants plutôt vers 30 ans et même 40, 50, ça arrive. Avoir plusieurs femmes est illégal en France. هذا غير قانوني في فرنسا. واو غير قانوني. Il travaille sans mariage. Ah, you mean... Et ici, j'imagine que c'est... En tout cas pour lui, c'est pas hors mariage. Est-il permis d'avoir des relations sexuelles avec des femmes mariées? Comment ça? C'est la question délicate, mais je suis obligé de lui dire oui. Hein. Donc là, je lui explique qu'en France, si un homme a un rapport avec une femme mariée, du coup, ça s'appelle une tromperie, mais que également on peut divorcer, que l'homme et la femme peuvent divorcer, et que du coup, n'importe qui peut se remarier après. La femme peut décider de divorcer en Palestine. Yes. Ok. Est-ce que dans la majorité des relations, les hommes ont plusieurs
femme en Palestine. Yes. Est-ce que tu peux avoir une relation sexuelle avec tes deux femmes en même temps? Yes. Yes? Yes. Good. Good. Very good. Very good. Mashallah. Very good. C'est une bonne question, en vrai. Machallah. Mashallah. Là, je vais lui demander s'il a une fille, est-ce qu'elle doit demander son approbation pour se marier avec un homme? Yes. And wife? Enfin, dans certaines familles, ça dépend des cultures évidemment et des croyances, mais il y a des familles où si tu veux te marier avec quelqu'un, il faut que tu fasses une table ronde et que tu mettes les choses au clair, c'est-à-dire qui paye ça, qui fait quoi, quel est ton travail, est-ce que tu vas savoir subvenir aux besoins de ma fille, est-ce que ma fille voilà, elle peut se marier avec toi, et c'est une réunion de famille quoi, pour pouvoir approuver le mariage. Voulez-vous que j'épouse un Palestinien? Moi? Ah, je suis bien avec ma petite Léna, moi. Je trouve ça cool quand on peut parler de tout ça sans tabou et c'est hyper intéressant. Tu veux avoir combien d'enfants? 10. 10? 10. Good 10. Good 10. Ah, Palestine 10 normal. 10. C'est même drôle parce qu'il y a un film, je crois, qui s'appelle 13 à la douzaine, où c'est en mode une famille qui ont 13 enfants et du coup c'est un truc de fou. On voit toutes les courses qu'ils doivent faire, que c'est une galère pas possible et eux ils en ont 10 et c'est normal. بس 10. 10. France, tout. 2. Du coup, je le remercie, je lui dis qu'on le remercie et qu'on n'oubliera jamais son accueil, c'était fou quoi. Je te souhaite la santé à toi et à ta famille. شكرا لك. Shukran, shukran. Merci beaucoup. Thank you. Une fois que les besoins primaires sont satisfaits, l'eau, la nourriture et la santé, qu'est-ce qui nous fait véritablement le plus de bien? Le matériel ou les moments avec nos semblables, nos possessions ou nos partages? Alors que nous quittions la France, on se méfiait des autres et des premières mains tendues parce que c'est le monde dont on s'éloignait. Aujourd'hui, on tend les nôtres et c'est en Irak, en Turquie, en Iran ou encore en Palestine que nous recevons d'innombrables sourires, vivons un accueil inoubliable et des leçons d'humanité. Ceux qui n'y sont jamais allés les appellent parfois les pays non civilisés ou encore pauvres. Pourtant, pour nous, c'est bien là-bas que l'on s'enrichit le plus. On apprend que ce sont les choses les plus simples qui nous rendent le plus heureux. Un sourire, un moment avec un inconnu, aller à l'école avec ses frères et sœurs, prendre ses parents dans les bras, rire avec ses amis. Et s'il nous arrive d'être nostalgiques de notre vie en France, c'est bien pour la chaleur de chacun de ces moments. De notre côté, nous vivons et dormons dans une boîte roulante depuis 1 an et demi. On a conscience que l'on doit ce mode de vie à notre nationalité et à nos conditions de vie en France. Mais à quelques robes et chemises près, tout ce que nous possédons rentre dans Milo et on ne manque de rien. Il n'est pas très spacieux, c'est vrai, mais quand il fait beau, nous avons le plus grand jardin du monde. Tu te demandes peut-être si vivre en dehors du confort d'un foyer, celui du canapé moelleux ou encore d'une longue douche chaude ne créait pas de manque. Eh bien non, avec ce que nous découvrons et les personnes que nous rencontrons au quotidien, on ne s'est jamais senti autant épanoui. À bientôt!